Capitaine Dreyfus, j'espère que vous voudrez épargner à la patrie la honte de traîner devant la justice militaire pour crime de haute trahison un officier appartenant à l'état-major de l'armée française. Vous avez commis un crime abominable. Et j'espère que vous aurez au moins le courage d'en supporter les conséquences en vous faisant justice vous-même. On veut que je me tue? On parle de justice? Mais quoi? Mais qu'ai-je fait? Pourquoi souhaiter ma mort? Oh! Ah, je me disais aussi, il vous est plus naturel de trahir que de vous en repentir. Voilà à quoi s'expose l'armée qui accepte les vôtres dans ses rangs. Le déshonneur et la honte. Mettez les menottes à ce traître. Oh, je t'en prie, Motel, fais au moins ton geste. Quel geste? À qui? Il n'y a personne? Mais il y aura un soldat, tu l'appelles d'un geste, il lui passe les menottes. Et pourquoi il n'est pas là? On réglera ce genre de détails au dernier moment. Eh bien, moi, je ferai ce genre de geste au dernier moment. Je t'en prie, si personne veut y mettre du sien, hein. Ah, c'est agréable. Non seulement je joue tous les salopards dans cette pièce, mais en plus, je me fais engueuler parce que je ne fais pas un geste à quelqu'un qui n'est pas là. Enfin, mettez les menottes à ce traître. Ça va comme ça? Les menottes? À moi? Un officier de l'armée française? Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, hein. C'est la pause? C'est la pause. On avance, hein? On avance. Peu à peu. Mais il y a des choses qui viennent bien, hein. Très bien, même. Cette scène-là, par exemple. Je pense bien. Et quand il Je me t'en reste... prie, ne le dis pas. Bon, je le dis pas. N'empêche, le costume, ça joue. Et d'ailleurs, ils vont être bientôt prêts. Fais-moi confiance. Tu vas être content. Tu te sers des gravures, hein. Moi, Mais qui d'autre? C'est à toi que j'ai donné les gravures, non? Tu les as regardées? j'ai jeté un œil dessus. Le bon ou le mauvais? Ils vont être ressemblants? Pardon? Est-ce que les costumes vont ressembler à ceux qu'il y a sur les gravures que je t'ai données? Et pourquoi ils devraient ressembler? Des vieilles gravures à moitié moisies. Mais ce sont des gravures d'époque. Les officiers français étaient habillés exactement comme ça. Ta. Mais quoi, ta? Qu'est-ce que ça... Non mais qu'est-ce que ça veut dire, ta? Je te dis qu'ils étaient habillés comme ça? Bon, ils étaient habillés comme ça, d'accord. Et alors? Et alors, rien. Tu fais tes costumes en t'inspirant le plus possible de ce qu'il y a sur les gravures, comme convenu. Je m'inspire, c'est ça. La forme sera la même. Hein, et la couleur aussi, hein. Ah ça? Un peu de sucre, s'il te plaît. Quoi, ça? Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est ça. La forme, oui. La couleur, non. Mais tu es fou. Il est fou. Mais j'ai acheté ces gravures exprès pour que tu aies un modèle. Ah, merci. La confiance règne. Et tu voudrais que je fasse venir un metteur en scène, un vrai, pour que tu aies un modèle? Mais ça n'a rien à voir, il s'agit de respecter la vérité. La vérité historique. Les costumes étaient bleus, ils doivent être bleus. Il s'agit de vérité historique. Mais qui s'en préoccupe de ta vérité historique? Je vais te dire la seule vérité, la vraie. J'ai ce coupon de pure laine peignée rouge depuis des années. Et j'ai pas de bleu. Voilà la vérité. Les costumes seront rouges. Rouge, c'est une bonne couleur pour des officiers, non? Non. Rouge. Disons plutôt grenat. Mais attention, hein, un beau grenat. Pas un grenat pisseux ou délavé. Un grenat chaud, profond. Un grenat. Tu veux rire, hein? Tu veux jouer avec moi, hein? Moi? Mais arrête de dire moi comme un corbeau, là, à tout propos. Mais regardez-le, on croirait que je viens de jeter un rat crevé dans son bouillon. Rouge, monsieur, rouge avec des épaulettes bouffantes en franges dorées. Avec un costume comme ça sur le dos, et même le plus petit des nains se sent comme une montagne. À peine enfilé, le personnage lui envahira les boyaux. Il se mettra à vivre en lui, à vivre, à bouillonner. Il s'écriera « Innocent, innocent !» avec une vérité, une conviction,
Les larmes nous en sortiront aussitôt des yeux. Nous nous mettrons tous à sangloter. À sangloter, oui, oui. Je prends les paris. Je prends les paris. Le costume fait tout au théâtre, tout. Le reste, c'est du pinaillage. Motel. Motel. Calmons-nous, hein. Calmons-nous. Ton coupon de rouge, ou de grenat, comme tu dis, tu vas le garder bien soigneusement dans la naphtaline jusqu'à notre prochain spectacle. Et là, je te jure que nous pourrons l'utiliser. Nous choisirons le spectacle uniquement en fonction de la couleur de ton tissu. Mais là, il me faut du bleu. Bleu. Comme sur les gravures. Dis-moi franchement, c'est un caprice ou une obsession? Motel! Je te le répète pour la dernière fois, les costumes des officiers français en 1895 étaient... Je sais, ils étaient bleus, définitivement bleus. Seulement, personne ici, à part toi et moi, n'a jamais eu l'occasion de voir ni de près ni de loin ni tes foutues gravures, ni tes soldats français de 1895, et encore moins tes officiers. Alors, si tu les habilles en grenat, tout le monde se dira « Tiens, les officiers et les soldats français portaient des uniformes grenats. » Et ils diront aussi « Quand même, les Français ont du goût. C'est pas pour dire, mais le chic français, c'est quelque chose. Des troufions en grenat, quelle élégance! » Et si par hasard un type dit « Attention, stop! Les soldats français en 1895 étaient en bleu, pas en grenat », personne ne le croira. Il passera pour un fou ou un menteur. En bleu, comme nos paysans de soldats polonais alors. Il sera obligé de se rétracter et de quitter la salle. Et où sera la vérité historique alors? Et puis, entre nous, quoi? Bleu, grenat, noir, gris, vert, quelle importance? Un crapaud reste un crapaud, un soldat reste un soldat, quelle que soit la couleur de son dos. Et qu'ils crèvent tous en enfer dans d'affreuses souffrances. Ces bandits qui ne savent qu'à faire des guerres. Que tous les malheureux et tous les orphelins qu'ils ont poussés à la misère et au désespoir les hantent à jamais nuit et jour. À part bien entendu ceux qu'on a enrôlés de force, les pauvres gars, eux, c'est des victimes. Bleu! Et je les veux bleu! C'est comme les capteurs de grenat! Je les fais bouffer, maintenant! Bouffer! Oh, ça va, on a compris. Bleu, bleu. On peut pas discuter avec lui. Même donner son avis sur ce qu'on connaît mieux que lui, on peut pas. Parce que figure-toi, c'est pas d'aujourd'hui que je suis tailleur, moi. C'est pas d'aujourd'hui que je fais des costumes, non, monsieur. J'ai même fait des robes de curé. Oui, monsieur. Ça vous en bouche un coin, hein? Et justement, avec ce tissu grenat, là. Et c'était pas n'importe quel curé, non, monsieur. Un curé gradé. Gradé, mon petit. Et ça vous prend à la gorge sur rien du tout, et ça vous gueule dans les oreilles. Non, mais ça va pas. Ce qui était assez bien pour un curé gradé n'est peut-être pas assez bon pour ton merdeux d'espion de capitaine Guidelac. La folie des grandeurs, ça en a perdu plus d'un. Et des plus grands et des plus costauds que toi. Bleu, bleu. Bientôt, il faudra des chapeaux sur mesure. Tu les auras bleus et il trouvera jamais le personnage. Voilà la vérité historique. Et les vestes bleues et le pantalon grenat, c'est pas possible? Ah, bravo, bravo. Le roi Salomon vient de trancher dans le vif. Un digne vieillard en vérité. Ta sagesse n'a d'égal que la largesse de mon bassin. C'est pas plus belle qu'autre chose. Qu'en penses-tu, Maurice? Je m'en fous. Qu'il fasse ce qu'il veut. Comme il veut, je m'en fous. 1m10, 3m30, ça peut se faire. Il faut toujours discuter, tu vois, Maurice. C'est en discutant qu'on arrive à se comprendre. Tais-toi. Tais-toi. Et si tu m'adresses encore une seule fois la parole, ce sera au péril de ta vie. Tu m'entends? De ta vie. Vous êtes tous libres. Considérez-vous tous totalement et définitivement libres. Rentrez chez vous et restez-y. C'est là-dedans que ça va pas. Là-dedans.
dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout, de crainte ou de surprise. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici seule, avec vous, enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être, à souffrir vos ardeurs. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Oh, si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux par honneur notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toutes choses. Et sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur, de vos vœux, fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté de dédouter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je me fierai point à des propos si doux, un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire est planté dans mon âme, une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse ? Et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse ? On se tue à vous faire un aveu des plus doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. L'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs, on ne pousse la faire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux, sur des discours, on peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il fonde un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi ? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer ? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à tout ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez ? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais les arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point de froid, je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi. Vous tous
c'est fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde ici n'y feront rien. Cela certes est fâcheux. Plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait, le scandale du monde. Et ce qui fait l'offense. Et ce n'est point péché que péché en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, qu'à moins de cela je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, puisqu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement pourtant soit quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte, je vous prie, et voyez si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'a-t-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez de tous nos entretiens. Il est pour faire gloire et je l'ai mis au point de voir tout, sans rien croire. Il n'importe. Sortez, je vous prie, un moment, et partez là, dehors. Voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Un certain grec disait à l'empereur Auguste comme une instruction utile autant que juste que lorsqu'une aventure en colère nous met, il nous faut avant tout dire notre alphabet, afin que dans ce temps la bile se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi son conseil sur le sujet d'Agnès et je la fais venir en ce lieu tout exprès sous prétexte d'y faire un tour de promenade afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement et lui sont dans le cœur s'éclaircir doucement. Venez, Agnès. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Voyez la médisance et voyez comme on cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement... Comment je ne gageais pas, vous perdriez vraiment? Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté.
Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fut venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Et fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu, ma surprise est, fis-je sans seconde, mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, dit-elle, vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait, être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il en est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer punir tes charitables trames. Voilà, comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je point eu raison et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puissant pleurer voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente et j'en dois accuser mon absence imprudente qui s'en guide à laisser cette bonté demeure exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pendard, dans ses vœux téméraires, un peu plus que par jeu, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'on a eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Mais oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait les mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois où je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Au fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant! Il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf. Et il m'a Quoi? pris le... Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait, Mon Dieu, non! jurez donc votre foi. Ma foi soit! Il m'a pris... Oh, vous serez en colère. Non! Si. Non, 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 diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban.
Mais je vous laisse apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Non. Non, non et non, je ne jouerai pas la comédie aujourd'hui, je me sens incapable de la jouer. Écoute Gérard, ras-le-bol. Mais alors, carrément, ras-le-bol. C'est peut-être un peu sec. Gérard, mon chéri, il ne faut pas m'en vouloir, mais vois-tu, ce soir, j'ai envie de changer l'atmosphère. Atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Ah, non, ça fait un peu classique, hein, quand même. Gérard, à ma voix, tu comprendras que je suis sincèrement désolée. Oh si, désolée. Mais voilà, je pars. Oh, ce n'est pas tellement de toi, Gérard, dont je suis lasse. C'est de nous, du couple que nous formons 3 fois par semaine. Toi, il ne faut pas que tu changes, tu es un compagnon adorable, intelligent, attentionné, sans surprise. Eh oui, voilà, sans surprise. Je t'embrasse très affectueusement et encore pardon. Ah, j'oubliais, le bœuf en gelée est dans le frigo. Oh ben non, le voilà. Oh bah tant pis, je prends sur moi, j'attendrai jeudi prochain pour faire la vue. Ah, vous permettez, je reprends mon souffle. Allez profiter de la course pour faire mon jogging. En fin de journée, c'est du rail, hein. Mais enfin, monsieur, que voulez-vous? Ah oui, vous donnez ça. Bah, qui êtes-vous? La rose, disparant. La rose disparant. Ben, comment n'ai-je pas deviné? Non, mais je suis fleuriste. La rose disparant, c'est ma boutique. Ah, d'accord. Vos fleurs sentent divinement, quel parfum. Mais dites-moi, vous livrez souvent les fleurs sans papier, vous? Je n'aime pas les faire souffrir sous cellophane. Moi, les fleurs, elles aiment respirer et elles aiment qu'on les respire. Je ne vois pas de carte. Qui me les envoie? Mais il n'y en a pas. J'ai reçu un message téléphonique d'un collègue d'Interflora d'Ajaccio. Et vous savez, Interflora. Je vous le transmets. Avion raté, pardon, tendresse au pluriel, Gérard. Je vois. Non, mais vous plaisantez. Mais je suis fleuriste, enfin le patron c'est moi, quoi. Ah. Ben oui. Ça m'amusait de faire un bouquet à cette heure-ci. J'avais fermé la boutique, je faisais les comptes, le téléphone a sonné et j'ai composé ce chef-d'œuvre, amoureusement. Et puis je suis venu pour l'amour de l'art, des fleurs, de la promenade. Et maintenant que je vous vois, pour l'amour de vous. Mais écoutez, c'est gentil, vos fleurs sont ravissantes et ravissamment mariées, tous ces pastels. Mais je suis confuse, hein, il se fait tard, sinon je vous aurais volontiers offert un Ah bah verre. oui, volontiers, oui. Bon. Mais je ne vous retarde pas, j'ai l'impression que vous allez partir. Je me trompe? Oui. Non. Enfin, j'hésitais. Un whisky? Berk. D'accord. Du muscadet, j'en ai justement au frais. Oui. Le couvert là, c'est celui du fameux Gérard? Oui. On trinque? On trinque. Je peux m'asseoir? Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Et le vôtre? Le mien. Quel mien? Votre couvert? Ah oui. Ben en fait, j'avais décidé de ne pas rester dîner ce soir, mais c'est une longue histoire et sans aucun intérêt pour vous. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais moi? Non mais j'arrive avec le bouquet de Gérard au moment où vous apprêtez à plaquer Gérard. Avouez que c'est marrant. Bon, allez, c'est marrant quoi. Ça vous arrive souvent de jouer les romanciers? Parce que vous m'avez l'air d'un romancier particulièrement culotté. C'est vrai.
Très culotté. Peut-être même plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour preuve, j'ai une proposition, mais alors, très culottée à vous faire. Une proposition? À moi? Quel genre de proposition? Vous rajoutez un couvert. Patrick, c'est moi. Patrick prend la place de Gérard à votre table, et ensuite, dans votre lit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Répétez. Je prends la place de Gérard à votre table, et ensuite, dans votre lit. Cette nuit, et sait-on jamais, peut-être pour bien d'autres nuits encore. Sortez! Non mais vous me décevez! Moi j'espérais tellement que vous me diriez « Monsieur, je suis pas le genre de femme que vous croyez. » Non mais, une minute! C'est vrai, il n'y a pas le feu. Franchement, est-ce qu'il y a une chose en moi qui vous paraît rédhibitoire? Oui, votre muflerie. En dehors de ma muflerie? Je ne suis peut-être pas drôle, mais vous ne me faites pas rire non plus, monsieur. Vous me choquez et vous me dégoûtez. Et maintenant, dehors. Mais je ne me moque pas! Mais pourquoi croyez-vous que je me moque? Parce que j'ai 30 ans et vous plus de 50. Disons que j'ai la quarantaine qui m'échappe de plus en plus. Et Une minute, ça va, une minute! sortez ou j'appelle la police. Comment ça va? Pousse! J'ai été brutal. Exprès. Mais je l'ai senti tellement désemparé. Mélancolique. Alors je me suis dit, frappons un grand coup, un coup sec. Et ou bien elle te fout dehors parce qu'elle a de mauvais poil, ou bien elle te dit, asseyons-nous, et dis non. Bon. Après, je me suis invité en pension complète. J'ai rajouté le lit au couvert. Ça j'aurais peut-être pas dû. Et qu'est-ce qu'il y avait au menu, Gérard? Ça ne vous regarde pas. Et maintenant, soyez gentil, partez. Oh mon Dieu, les fleurs, on a oublié l'eau, vous permettez? Mais c'est pas la rose, c'est la glu, disparant. Du bœuf en gelée! Oh, soyez magnanime! Oh, généreuse! Partagez le bœuf en gelé avec un pauvre garçon qui a parcouru tout le boulevard Raspail! Vous apportez ce modeste bouquet! Oh, le bœuf en gelé! Je préfère le plus au monde! Soyez pas ridicule, allemand, relevez-vous. Tant pis. Dommage. Enfin, sachez que si vous voulez des fleurs, les fleurs les plus belles, les plus rares de toute l'Europe verte, se trouvent à la rose d'Ispain. Attendez. Wow! J'ai gagné! J'ai parié avec moi-même que vous me retiendriez. Ah, écoutez, je veux bien vous offrir un peu de bœuf en gelée, mais vous allez me promettre... Mais rien du tout! Mais je suis ni un homme du monde, ni un homme de parole. Je ne vous promets rien du tout, ni d'être conventionnel, respectueux, Quel sale gosse. ni de ne pas dire des incongruités. Il faudra vous y faire, Valentine. Je serai impossible, vous entendez? Impossible! 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 Le bœuf en gelée, c'est ça, Impossible! terre. Alors moi, la tête en bas, ça me donne des erreurs d'estomac. Impossible! Impossible! Une toile en douille. Prenez un couvert et une assiette. Moi, je cherchais le pain et les cornichons. Vous ne me regardez pas comme ça. Vous allez finir par m'intimider. Je vous intimide. Oh, bah, si je ne vous intimidais pas, je me demande bien ce que vous auriez exigé en plus du couvert et du lit. Allez-y. Ou alors ça, mon garçon, ce jeu-là, vous allez cesser d'y jouer immédiatement. Ou alors, vous plantez là le bœuf en gelée et vous prenez vos clics et vos claques. Je vais vous dire une bonne chose, mon garçon. Si je devais m'offrir un gigolo, je ne suis même pas sûre que c'est vous que je choisirais. Gigolo?
Moi? Si vous croyez que vous m'impressionnez, votre HLM amélioré. Je suis sûr que je suis bien plus riche que vous. Ah bon, vous croyez? Bah oui, ce n'est pas avec vos 60 ou 75 mètres carrés. Vous pouvez rivaliser avec le 6 pièces pierre de taille vue sur jardin que m'a légué ma mère. 6 pièces. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais vous y vivez seul. Bah oui. Mais enfin, pas tous les soirs. Non, je vois. Ah voilà, Armstonné. Vous m'aurez d'envie de connaître ma vie sentimentale. Vous êtes en train de vous demander marié, divorcé, homosexuel, pervers, sadique. Je lis dans vos yeux. Et puis je vais tout vous dire. Moi, vous savez, je peux très bien vivre sans vos confidences. Mais bien dites. Maman était mariée, mais mon père l'a quittée après ma naissance. Il est parti en Amérique latine. On n'a plus jamais entendu parler. Elle était très belle, ma maman. Ah, je vois. Bah, j'étais tout pour elle. Elle m'a gâté, pourri, cajolé, emprisonné dans ses bras. Quand elle était seule, elle me mettait dans son lit, elle m'appelait ma choupinette, ma poupounette. C'est curieux que vous ne soyez pas devenu homosexuel. Bah si, je l'ai été aussi. Jusqu'au service militaire. Ensuite, une amie de ma mère m'a remis dans le droit chemin. Et depuis, j'ai toujours aimé les femmes. Oh, un homme à femme. Oh, mais ça se fait, ça. Versez-moi une goutte de vin. Bon. Maintenant, c'est tout dit. Les fleurs, vous allez tous les matins les chercher à Rungis? C'est rare. Je reçois parfois directement de certains horticulteurs de France, d'Allemagne, d'Asie et parfois même de Hollande. Je vais me débarrasser parce que Gisèle ne vient pas demain. Non! Mais lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Oh, oh! Ah ben voilà, paf! Bon, bah... Merci pour le pourboire, enfin pour le bœuf en gelée et le muscadet. Adieu. Valentine. Attendez! John, Oui, oui. dépêchez-vous, mon chéri, dépêchez-vous. Les champignons doivent être à peine cuits, sinon ils perdent leur propriété vénéneuse. Venez vite. Je suis folle, je suis d'une distraction. J'allais lui dire. Oh, mais John laisse tout traîner. Il est vraiment insensé. Voilà sa montre maintenant. Sa montre. Mais qui sont ces dames dans le boîtier? Il y a leur nom. Akamanda, Barbara, Carole, Linda, Alexandra et... Quoi? Elisabeth? Ben, Elisabeth, c'était le nom de sa femme. Alors les autres? Mais les autres... Instructive, cette montre. Mais affreuse, ces dames. Oh, John, que vous êtes beau! Je suis ravi de vous plaire. Et j'enchante à l'idée de savoir que je ne suis pas le seul à connaître ce bonheur. D'où sortez-vous tous ces messieurs? Ciel, d'où sortez-vous toutes ces dames? Ciel. Dites-moi, ma tendre amie, vous divorcez facilement? Jamais, mon chéri. Mes convictions religieuses s'y opposent. 5 fois veuve? Vous auriez pu me prévenir. Et vous? Bon appétit, mon ange. Bon appétit, mon ange. Bon appétit, John. Eh bien mangez, Lucie. Ah, une seconde, je touille. Il faut beaucoup touiller, sinon ça fait des grumeaux. C'est succulent. John, vous dites c'est succulent, vous n'y avez même pas goûté. C'est un peu bouillant. Eh bien, soufflez, John, soufflez. Pour en revenir à ces dames, que sont-elles devenues? Dieu les a rappelées à lui. 6 fois? Et vous en êtes. Oh, bah une fois de plus, une fois de moins. J'ai rajouté un petit peu de poivre, c'est un peu fade. Au fait, de quoi est mort votre premier mari, ma chérie? La rougeole. La rougeole?
Mais quel âge avait-il? 44 ans. Ah, la rougeole est rare à cet âge. Ah, et le second? Il a posé son pied sur un scorpion. Ah oui, où ça? Dans son lit. Et qui lui avait mis? La main du destin. Ah, souffrez, que je la baise. Dites-moi, John, comment est mort votre première femme? Ah, de vieillesse. Mais vous savez, elle avait 88 ans. Et vous? 18. Ah, je vois. De tourtereaux. Oh, non, vous savez, 18 ans. C'est l'âge où on ferait l'amour à un bahut breton. Et la seconde? La seconde, un accident. Elle est tombée dans une machine à broyer les vieilles voitures. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! John, mais quelle horreur! Et où étiez-vous au moment de l'accident? Oh, j'étais loin, très loin, à 1 kilomètre de là. Mais j'ai bien vu qu'elle se penchait trop. À 1 kilomètre? Vous avez de bons yeux. Oh non, on voit très bien dans la lunette d'un fusil. Dans la musette d'un Lully, dans la lunette d'un Mimi. Enfin, je vois très bien. Je vois très bien. Et la troisième? La troisième, les champignons. Ah mais décidément, c'est trop poivré, c'est immangeable. Vous permettez, si c'est trop poivré? Chic. Dites-moi, John, vous vous y connaissez en champignons? Ah oui, très bien. Vous connaissez toutes les variétés de champignons? Toutes. Les bonnes et les Et mauvaises? les douteuses. Et vous aimez les champignons? Et je les adore. Alors mangez. Oui. Eh bien mangez, John. Oui, je vais le faire, mais c'est que en fait, je n'ai pas très faim, moi. John, je ne toucherai ce potage que vous n'en ayez goûté une cuillerée ou deux. Mais Lucie, dois-je comprendre que vous me soupçonnez d'avoir empoisonné ce potage? Oui, John. Mais enfin, je ne l'admets pas. Alors mangez. Et cessez de me donner des ordres, je vous prie. Et vous cessez de crier, vous ne m'impressionnez pas. Oh, chez les McClesby, c'est l'homme qui porte la culotte. À s'asseoir, en tout cas. John, si vous pensez que ce potage est bon, pourquoi ne pas le goûter? Oui, je vais le faire, mais je vais le faire. Faites-le. La bonne sous-soupe. Ça a l'air succulent. Hein. Ah, vous avez vu ce qui s'est passé? Ah, c'est la dyspraxie. Je me dis, tiens, miam, je vais me régaler, et puis, hop. Ah, c'est terrible. Quel grand enfant vous faites. Je vois ce qu'il veut. Il veut que sa petite femme vienne sur ses petits genoux lui donner à manger Ah ses non. petits sous-sous. Ah non. Ah si. Alors attention. Une cuillerée pour Lucie. Oui. Ah, c'est tombé. Une cuillerée Oui, pour Lucie. et youpi. Attends, vous allez manger ce potage. Vous vous moquez de moi, John. Vous moquez de moi. Lucie, nous allons tirer au sort celui de nous deux qui doit mourir grâce à la roulette russe. Vous connaissez la roulette russe? Non, pas du tout. Il reste une seule balle dans le barillet. Je le fais tourner comme à la loterie. Hein, et alors là, hop, attention. Canon sur la tempe, doigt sur la gâchette. Hein, et clic. Si le coup ne part pas, si on fait autant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il parte. Clic. Comment ça, clic? Bah clic. Clic, comment ça, clic? Clic. Ah, la sale bête. À toi, tricheuse. Oh, vraiment, moi je suis tricheuse. Alors, canot sur la tempe. Enfin, on n'a jamais vu une tempe à cet endroit-là, voyons. La tempe, c'est ici. Allez, je vais vous aider. Allez, appuyez. Lâchez mon doigt. Appuyez. Lâchez mon doigt. Mais appuyez. Mon doigt, vous allez le lâcher, oui. Vous allez me laisser faire. Enfin, c'est pas censé, ça, tout de même. De quoi je me mêle? Voilà, je suis le bras en l'air, je ne sais même pas ce que je dois faire. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je fais le bras en l'air? Là, vous faites clic. Oui, d'accord. Bon, je fais clic. Mais c'est mon clic à moi. Ça me regarde. Je le fais quand je veux. Enfin, John, vous n'allez pas me regarder mourir tout de même. Allez, tournez-vous, je vous prie. Allez. Oui, adieu. Adieu, John. Adieu, Lucie. Adieu, John. Raté. J'aime pas beaucoup cette idée de revolver. Mais Elle était de vous, c'est une idée bête. Elle était de vous. Non, mais c'est une idée, on peut avoir des idées bêtes. Calmez-vous, John. Allez, calmez-vous du calme. Allez, On peut avoir des idées bêtes. reprenez-vous. Rappelez-vous qui vous êtes.
John McClesby, un ancien scout. Oui, bon, alors là, il faut s'en sortir. John, je vous propose un jeu. Chacun d'eux nous pose une devinette à l'autre. Le premier qui ne trouve pas va se jeter de la falaise. Le premier qui ne trouve pas va se jeter de la falaise. Oui. Connaissez-vous le jeu des prénoms? Non. Tant mieux. Alors, comme ça, un exemple, là, que pour rien. Hein. Monsieur et Madame Mikoto ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Ça peut être bête ce que vous me demandez parfois. Bah, elle s'appelle Mikoto. Est-ce que c'est bête ce que vous me dites là? Le prénom, je vous parle du prénom. Mylène. Mylène Mikoto. Mylène Mikoto. Ah, j'ai compris. Oh, bravo, J'ai compris. Vous êtes merveilleusement éveillé. Je crois que j'ai eu tort de vous proposer ce jeu. La falaise me guette. Enfin, tant pis, ce qui est dit est dit. Alors, je prends la montre, 10 secondes maximum pour répondre. On commence, qui commence? On pourrait... Bon, d'accord, c'est moi. Alors, Monsieur et Madame en faillite ont une fille qui s'appelle... En faillite? 10, Comment vous l'écrivez? 9, Il y a une majuscule, non, attendez. 7, Gisèle, Laurence, 3, Françoise, Claude, 2... Zizi, c'est Zizi, Zizi, c'est Zizi, c'est pas Zizi. Mais enfin, je ne comprends pas. C'était tellement simple, tellement enfantin. Et j'étais persuadée que vous alliez trouver tout de suite. Mais j'aurais juré que c'était Zizi. Oh, mais vous m'agacez avec votre zizi à la fin, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Zizi en faillite, ça ne veut rien dire. Bah si, des fois... Non, John, on ne dit pas j'ai le... Enfin, John, ça ne se dit pas. John, tu as perdu. Oh, John. Bon, je vais à la falaise. Oui, oh, John. Tu sais où c'est? Ah, c'est affreux, c'est affreux. Oh oui, c'est affreux, je me mets à ta place. Ah ben vas-y. C'était quoi le prénom? Mélusine. Mélusine en faillite. Non mais dites donc vous, Mélusine, c'est pas un prénom, c'est un nom de fée. Alors une autre devinette, je vous prie, hein, avec un prénom usuel. Hein? Je vous écoute. Monsieur et Madame Dallor ont un fils qui s'appelle... Dallor Homer. Oh merde alors. Ah, la falaise vous gâche, j'en ai une bien bonne pour vous. Ah oui. Hein, monsieur et madame tout seuls. Tout seuls ont une fille qui s'appelle 10. Tout seul. Ah, vous allez trouver, ma chérie, oui. Tu vas trouver mon amour. 7, 4, c'est une jeune fille qui n'a pas besoin de porte-jartel. Tout seul, une fille qui n'a pas besoin de porte-jartel. Sébastien tout seul. Voilà. Oh, mon chéri. Tu as perdu? On a triché. Oh, mon amour. Pourquoi faut-il que la mort nous sépare? Ah oui, est-ce que c'est bien le moment? Non, tu as raison, c'est pas le moment. Alors, une facile, hein, parce que je t'ai beaucoup aidé. Hein. Oh, tu m'as aidé, t'es trop mignon. Oh, j'en ai une, tu vas la trouver tout de suite. Ah bah alors on pourrait peut-être sauter mon Oh tour. bah non, pour le jeu, pour le plaisir, pour le panache. Monsieur et Madame The Power ont une fille qui s'appelle... The Power. Agathe. Agathe The Power. Ah, tu as perdu. On a triché encore. Ah. Oh bah alors c'est pas la peine, hein, je te souffle. Tu me souffles? On s'essouffle. Alors, c'est pas la peine. Ô vertige! Ô vertige de la penderie béante, sur l'alignement militaire des pelures incertaines, aux senteurs naphtalines. Je hais les cintres. Le cintre agresse l'homme. Par pure cruauté. Le cintre est un loup pour l'homme. Le cintre est le seul objet qui agresse l'homme par pure cruauté. Il y a des objets qui agressent l'homme parce que c'est leur raison d'être. Prenez la porte. Non, ne partez pas, c'est une façon de parler. Prenez la porte, une porte. Il arrive que l'homme se prenne la porte dans la gueule. Oui, mais il n'y a pas là la moindre manifestation de haine de la part de la porte à l'encontre de l'homme, non. L'homme prend la porte dans la gueule parce qu'il faut qu'une porte soit ouverte Ou bleu.
Le cintre, lui, est foncièrement méchant. Personnellement, l'idée de l'avoir à l'affronter m'est odieuse. Et il arrive cependant que la confrontation homme-cintre soit inévitable. Quelquefois, particulièrement au temps froid, l'envie de porter un pantalon se fait irrésistible. L'homme prend alors son courage et la double porte du placard à deux mains. Il est seul, il est nu, il est grand. Son maintien est digne face au combat qui s'est maintenant inéluctable. Son buste est droit. Ses jambes légèrement arquées. Ses pieds nus arc-boutés au sol. Comme un pompier face au feu. Il est beau dans sa peur. Comme un pompier face au feu. Il est beau dans sa peur. Pompier, ça va, pompier. Les portes du placard s'écartent dans un souffle. Les cintres sont là, accrochés à leurs tringles dans la pénombre hostile. On dirait un rang de vampires agrippés à la branche morte d'un chêne noir, dans l'attente silencieuse du poulain égaré, au tendre flanc duquel ils ventouseront leur groin immonde pour emboucher son sang dans de lentes sessions glapouillées et glireuses, jusqu'à ce que mort s'en suive. Cependant, l'attitude de l'homme n'est pas menaçante. Simplement, il veut son pantalon. Oui, le gris, avec les passes devant et le petit revers. L'œil averti de l'homme a repéré le pantalon gris. Il est prisonnier du troisième cintre en partant de la gauche. C'est un cintre particulièrement dangereux. Sournois. Pourtant, il ne paye pas de mine. En bois rose, les épaules tombantes, il ferait presque pitié. Oui, mais regardez bien son crochet. C'est une poigne de fer. Elle ne lâchera pas sa proie. L'homme bande. Surtout ses muscles. Il s'avance à demi pas feutré pour ne pas attirer l'attention de l'ennemi. C'est le moment décisif. De la réussite de l'assaut qui va suivre dépendra l'issue du combat. Avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence. Avec une agilité surprenante, l'homme bondit en avant. Sa main gauche, vive comme l'éclair, repousse le cintre pendu à gauche du cintre rose, tandis que sa main droite se ferme impitoyablement sur ce dernier. Ah! La réponse du cintre est fulgurante. Au lieu d'accentuer sa pression sur la tringle, il s'en échappe brutalement, entraînant dans sa chute le pantalon. Ah, le gris avec les passes devant et le petit revers. Celui-là même que l'homme voulait ce matin parce que... Celui-là même que l'homme voulait ce matin parce que... À terre, le cintre rose est blessé. Rien n'est plus dangereux qu'un cintre blessé. Dans son inoubliable « J'irai cracher sur vos cintres », Ernest Hemingway n'évite-t-il pas d'aborder le sujet? Un silence qui en dit long, non? L'homme, à présent, est à genoux dans le placard. De sa gorge puissante monte le long cri de l'homme des penderies. Mais putain de bordel de merde de cintre à la con fait chier! Le cintre a senti le désarroi de l'homme. Il va l'achever. Il s'accroche dans le bois d'un autre cintre tombé qui à son tour s'accroche dans la poignée d'une valise. Il fait noir. La nuit, tous les pantalons sont gris. L'homme vaincu n'oppose plus la moindre résistance. Le nez dans les pantoufles, il sanglote dans la position du prieur d'Allah. La moitié antérieure de son corps dans le placard, l'autre offerte au regard de la femme de ménage espagnole. Madre de Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! Il souffre. Quelques gouttes de sueur perlent sa paupière. Il n'est qu'humilité, Désespoir! et dégoût. Quelques couilles de plomb pendent à son derrière. Il a soif. Il a froid. Il n'a plus de courroux.
Donne-lui tout de même un slip. Mon père. Vous voyez une tache, vous? Je ne vois pas une tache, il y a une tache. Je la vois pas. Vous voyez pas? Là, vous voyez pas? Ah, là? Ah là, vous voyez là? Mais c'est pas une tache. C'est pas une tache? C'est une ombre. Une ombre. Et l'ombre de quoi? Oh, l'ombre d'une tache, si vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous appeliez votre plombier avant que ça devienne l'ombre d'une cloque. Ça pourrait pas venir d'au-dessus? Une tache d'humidité à 50 cm du sol, sur un mur derrière lequel vous m'avez dit que se trouve votre cabine de douche. Vous pensez vraiment que ça peut venir d'au-dessus? Imaginez une seconde que je vous dise « Oui, en effet, ça vient peut-être d'au-dessus ». Vous imaginez le temps que vous allez me faire perdre à entrer en contact avec le ou la voisine du dessus, alors que les probabilités pour que ça... Ok. J'appelle un plombier demain matin. Merci. Bonne soirée. Il se dirige vers la porte, pose la main sur la poignée, s'interrompt, se retourne, glisse la main dans sa poche, retire une enveloppe de sa poche, fait quelques pas dans ma direction, me tend l'enveloppe. C'est pour vous. C'était dans ma boîte, le facteur s'est trompé. Ça s'appelle une fausse sortie. Pardon? Ce que vous venez de faire là au théâtre, ça s'appelle une fausse sortie. Quoi, la lettre là? Non, faire comme si vous alliez sortir et au dernier moment se raviser. Colombo! Pardon? Colombo, l'inspecteur. Il va dehors, il est pratiquement à la porte, le méchant respire, et crac, il se retourne, et... Ma femme. Et il pose la question qui fait mal. Si vous voulez, oui, comme Colombo. J'adore. Colombo? Les fausses sorties au théâtre. On sait très bien que la scène n'est pas terminée, que les personnages ont encore plein de choses à se dire, et pourtant, il y en a un qui s'en va, là. Et on se demande quel truc a encore trouvé l'auteur pour qu'au dernier moment, il sorte pas et hop, c'est reparti pour un tour. C'est tout ce que je déteste. Quoi, le théâtre? Oh, je sais pas ce que ça veut dire, le théâtre. Ce genre de théâtre, ce genre de truc, là, ça pue les vieilles planches. C'est tout ce que je déteste. Bon. Bonsoir. Vous n'oubliez pas le plombier? Je n'oublie pas le plombier. Ma lettre? Pardon. Ma lettre? Merci. Je l'ai ouverte, hein, et je suis désolé, mais avant de voir que c'était pour vous, hein. Merci. C'est un parti politique, non, le... Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est drôle ce qu'on peut se faire des idées fausses sur les gens, non? D'autres lieux communs, parce que sinon j'ai du travail, là. Non mais c'est vrai, hein, j'aurais jamais imaginé que vous étiez à droite. Parce que là, maintenant, vous m'imaginez à droite. Et quand on adhère à un parti de droite, en général... Alors, c'est pas un parti, c'est un mouvement démocrate, libéral et européen, quelque part du côté du centre. C'est la première fois que je vous entends vous justifier. Mais je me justifie pas, je dis ce qui est. Quelque part du côté du centre. C'est un peu faux cul, hein. C'est un parti de droite. Un parti de droite. Alors, centre droit, si vous voulez. Mais à droite quand même, hein. Quand on est de gauche, on n'adhère pas à ce parti. À ce mouvement. Et donc? Ah bah tant rien, je vous imaginais pas, c'est tout. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous avez ce soir? Qu'est-ce que j'ai quoi? Non mais d'habitude, il suffit d'un rien pour que vous partiez au quart de tour. Vous êtes coupé les griffes ou quoi? D'habitude, je savais pas qu'il y avait des habitudes entre nous. Vous voyez, ce qui me surprend, c'est que... Je peux vous poser une question. Qu'est-ce qui vous permet de penser que votre opinion sur mes opinions peut une seconde éveiller l'ébauche du commencement de l'embryon d'un quelconque intérêt chez moi? Bonsoir. Bonsoir. Non mais, vous êtes vraiment de droite? Ça commence un petit peu à ressembler à du harcèlement, là, on est d'accord? Non, sérieusement, expliquez-moi. Mais que je vous explique quoi? Mais pourquoi vous êtes pas de gauche? Vous me faites perdre mon temps avec votre cabine de douche pourrie, vous violez mon intimité en ouvrant mon courrier, et maintenant vous me demandez de vous expliquer pourquoi je pense pas comme vous pensez que je devrais penser. C'est ça
Mais moi, je peux vous dire pourquoi je suis pas de droite. Je m'en fous. Vous en foutez? La vie de la cité me concerne pas les 2 ou 3 tartes à la crème qui vous tiennent lieu d'opinion politique. C'est systématique, la condescendance chez vous, hein? Et vous, c'est pas de la condescendance peut-être de me demander pourquoi je ne suis pas de gauche? C'est pas de la condescendance, c'est de la curiosité. Une curiosité condescendante. Vous m'auriez jamais posé la question si j'étais de gauche. Non, c'est vrai, je demande rarement aux gens de gauche pourquoi ils ne sont pas de gauche. Vous devriez perdre l'habitude de sourire à vos propres blagues. Oui, et ben vous devriez prendre l'habitude de sourire tout court. Vous pourriez vous exercer devant votre glace, là. Ça vous ferait du bien, hein. C'est une blague de gauche, ça? C'est pas une blague de gauche, c'est un conseil. Souris, vote à gauche et mange 3 yaourts par jour, c'est la recette du bonheur? Et vote à droite, persécute ton voisin, bouffe de la barbe crue, c'est la recette de quoi? De rien, de la tranquillité. Oui, je vous demande pardon, excusez-moi, c'est moi. Je vous laisse tranquille. Bonsoir. Hein. Non, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que vous n'imaginez pas que je puisse être de droite? Je sais pas. Peut-être que vous ne correspondez pas à l'idée que je me fais de la femme de droite. Ah, parce que pour vous, il y a un modèle unique, une espèce de moule dans lequel sont fondues toutes les femmes de droite. Il y a des variantes, mais c'est vrai pour moi, une femme de droite, c'est plutôt une mère de famille déjà. Une quoi? Mais je sais pas, il y a un petit côté mère fouettarde, quoi. Ah oui, d'accord, alors femme de droite égale mère fouettarde. Non, enfin Vous savez que d'habitude, je suis payée pour entendre ce genre de superbes conneries. Ah, c'est comme ça que vous qualifiez ce que disent vos patients? Non, parce que c'est mes patients, justement, et que ça se passe à côté. Et que dans ces circonstances, l'idée, c'est précisément de dire toutes les idées les plus ahurissantes qui vous passent par la tête. Mais quand c'est mon voisin qui sort ça à 8h du soir en plein milieu de mon salon, alors oui, j'appelle ça une superbe connerie. Ok. Toutes les femmes de droite ne sont pas des mères de famille énervées. N'empêche que je n'imaginais pas qu'on puisse être psychanalyste, parisienne, lesbienne et de droite. Lesbienne? Vous êtes pas lesbienne? Non, je crois pas, non. Ah bon, bah alors, faut le dire à la gardienne. Hein. Vous avez pas de moi de la gardienne? On n'a pas parlé de vous. Comment elle a fait pour vous dire ça sans vous parler de moi? On parlait de l'immeuble en général. Elle vous a dit ça comment? À propos de l'immeuble en général, votre voisine de palier est lesbienne? À peu près. Ok. Vous preniez votre voisine pour une lesbienne de gauche, vous apprenez que c'est une hétéro de droite. Effectivement, ça doit faire drôle. Vous savez, de toute façon, comme disait Marguerite Duras, nous sommes tous des homosexuels en puissance. Quoi? Marguerite Duras. Quoi? Vous aimez Marguerite Duras? C'est mon écrivain préféré, oui. Je pense que, sans le savoir, vous êtes l'instrument d'une espèce de dieu farceur, une sorte de divinité chargée d'imaginer des punitions, des châtiments un petit peu marrants. Les Grecs appelaient ça la némésis. Je pense que vous êtes ma némésis. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que je fais, ça doit pas être anodin, parce que vu la lourdeur de la peine, vu la cruauté et le raffinement de ce que je dois subir... Vous n'aimez pas Marguerite Duras? Non mais c'est trop improbable, vous avez pas le profil. Marguerite Duras, l'écrivain préféré d'un type comme vous? Vous savez qu'à partir d'un certain seuil, le mépris, ça fait plus mal, hein. Je suis immunisé, vous pouvez y aller. Non, pardon, c'est pas du mépris. C'est juste que je m'y attendais pas du tout. D'habitude, les gens qui dégainent Marguerite Duras, je les vois venir, je me prépare, je suis sur mes gardes. Là, vous m'avez... C'est quoi votre problème avec Marguerite Duras? Alors c'est pas Marguerite Duras en particulier, c'est l'obscénité en général, la malhonnêteté, la lourdeur agressive du kitsch absolu. Vous n'êtes pas seulement antipathique et odieuse, hein. Vous êtes aussi complètement con, hein. Sous vos airs de... C'est vous qui sortez des conneries, mais alors vraiment monumentales, hein. Elle a de la chance, Marguerite Duras, elle a trouvé un avocat qui a le sens de la formule. Mais c'est pas Marguerite Duras qui a besoin d'un avocat. C'est moi? Pourquoi? Parce que je suis de droite, parce que j'aime pas Duras, parce que je suis pas lesbienne? En plus, je suis sûr que c'est même pas vrai. Qu'est-ce qui est même pas vrai? Ah, peut-être que vous aimez pas tout, mais si vous l'avez lu, il y a forcément des pages qui vous ont touché. Il y a des pages qui m'ont donné envie de pleurer de rire. Et des pages qui m'ont donné envie de pleurer tout court. Pas parce qu'elles me touchaient, comme vous dites, mais parce que j'avais honte que ma langue maternelle puisse être l'arme d'un tel crime contre la beauté et l'intelligence. Je
Je vais m'en aller. Vous en avez pas, vous fuyez. Oui, c'est ça, je fuis, oui. Je me fuis, hein? Je fuis l'envie de vous étrangler, oui. Vous fuyez le débat. Mais y a pas de débat, vous êtes une dangereuse réac déguisée en psychanalyste bobo, y a pas pire, et y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que vous êtes d'accord. C'est pour ça que vous fuyez. Vous avez envie de m'étrangler parce que dans le fond, vous détestez la prose de cette vieille sorcière autant que moi. Et vous vous détestez de n'avoir jamais osé l'avouer, ni aux autres, ni à vous-même. C'est ça, je déteste Duras, je suis de droite, et je suis secrètement amoureux de vous, c'est ça, docteur? Je vois d'ici le tableau. Vous devez avoir 16, 17 ans. Vous avez le cœur qui se serre pour la fille un peu étrange de la classe. Peau plus fine que le papier des cigarettes qu'elle se roule, la veine sous la peau de la même nuance transparente que son regard. Entre les cours, elle sort de sa poche un folio déformé dans lequel elle se replonge, totalement indifférente au chahut qui l'entoure et à vous, qui l'observez tout en faisant semblant de draguer les autres filles. Quand vous passez à côté d'elle, vous ne parvenez pas à lire la couverture de son bouquin qu'elle tient, plié en deux comme un cahier entre ses doigts maigres. Peut-être parce que vous êtes assis à côté d'elle dans le car, ou bien en études un après-midi d'hiver, ou bien parce que vous l'avez suivie sur le chemin du retour. En tout cas, vous trouvez le courage de lui demander ce qu'elle lit. Elle lève ses yeux dilués de son bouquin. Elle les pose sur vous, comme si elle vous voyait pour la première fois. Marguerite Duras, tu connais? Le soir même, vous êtes dans votre lit à 8h. Un petit bouquin des éditions de minuit entre vos mains tremblantes. Vous êtes l'amant de Gibraltar, elle est l'amante anglaise, vous êtes le vice-consul, elle est Agatha, Aurélia, Émilie, Lolvenstein. Et quand, à la fin de l'année scolaire, vous avez terminé le dernier livre de Marguerite, vous levez la tête, vous la cherchez du regard, et vous la voyez passer pendue au bras du capitaine de l'équipe de foot de l'association sportive du lycée. De l'équipe de basket. Mesure 1m98. Le soir, je l'ai appelée pour lui dire que j'avais lu tout Duras pour elle. Elle a raccroché. Le lendemain, je l'ai croisée au bras de son basketteur. Elle m'a dit « C'est chiant, Duras, tu trouves pas ?» C'était le dernier jour. L'année suivante, elle avait changé de lycée. Un temps, Ils sont tous les deux ailleurs. avec leur jeunesse ou avec Marguerite Duras. Ça revient peut-être au même. C'est chiant, Duras, tu trouves pas? Non. Je trouve pas, non. Moi, je trouve ça très beau. Vous n'oubliez pas le plombier? Bonsoir. Marguerite Duras n'a jamais dit que nous étions tous des homosexuels en puissance. Elle a dit que les hommes, les mâles, sont tous en puissance des homosexuels. Ça c'est vrai que c'est un peu con, hein. Moi, je trouve que c'est ce qu'elle a écrit de plus intelligent. On sera donc jamais d'accord sur rien, alors. On sera jamais d'accord sur rien. Ah, on est d'accord. L'homme et la femme sont irréconciliables. Et c'est cette tentative impossible, et à chaque amour renouvelé, qui en fait la grandeur. Marguerite Duras. Oh, mais qui c'est qui est là? C'est Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. Mais maman, il est arrivé quelque chose à maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Oh mais ne crie donc pas comme ça, toi, ne crie donc pas comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mon Dieu, madame. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Répondez. Il y a un extraordinaire. Un accident? Non, Là, tu vois, pas d'accident. seulement, elle ne va pas bien. Maman ne va pas bien? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est malade. Oh mon Dieu. Très. Bah, plutôt. Lucie, maman est pas là. Alors, voyons. Maman est très malade. Voyons. Et quand je dis malade, c'est une façon de parler.
Parce qu'à vrai dire, elle est plutôt... Quoi? Elle est Quoi? plutôt... Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle est Elle plutôt? est plutôt morte. Oh voilà ce que je craignais. On m'a recommandé de préparer doucement madame. Ah non, Vous ne mais- pouvez pas la révolutionner. Non mais quelle catastrophe. Au moment où on allait se coucher. Le signal. Allez plutôt me chercher des sels. Allez. Quant à vous, vous auriez quand même pu attendre jusqu'à demain matin pour venir nous lancer ça, vous. Hein. Mais monsieur, on m'a dit... Ah ben on vous a dit. Hein. Allez, tenez, venez plutôt m'aider, vous. Allez. On porte madame sur le lit. Hein? Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais je le tiens. Mais en voilà une façon de la tirer en la jetant de partout. Mais si monsieur croit que c'est facile... Mais je me fiche de savoir que ce soit facile ou que ça ne le soit pas. Je vous demande de la stabiliser. Non, poussez-vous. Mais c'est une façon d'agiter ma femme, non mais franchement. Allez, regardez plutôt sur le lit, là, c'est pas une bouteille d'éther. Mais non, là, sur le lit, là-bas, sur la table. Nous sommes mais monsieur. Bien. Amenez-moi ça, allez me chercher un linge, vous tapez les fronts. Un linge. Où y a-t-il ça, un linge? Mais je ne sais pas, mon ami, si je savais, je vous dirais, cherchez. Ça peut-il faire l'affaire? Non, je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une chemise jouée. Ma faute de mieux, agenouillez-vous là. Donnez-moi ça en tampon. En tampon, vous savez pas ce que c'est qu'un tampon? Si, monsieur. Bouffon, maintenant. Bouffon. Un bouffon, entre mes Oui, monsieur. Ah, merci. De l'éther. Vous l'êtes bien dégodé, mon ami. Hein. Non, mais vous auriez quand même pu attendre jusqu'à demain matin pour venir nous annoncer ça. Hein. Si monsieur croit que c'est pour mon plaisir... Ouais, bah c'est peut-être pour le nôtre, hein. Non, mais franchement, je me demande ce qui pressait. Hein. Bon, pour ma belle-mère, évidemment, c'est dommage, mais bon, hein. Si demain matin, elle se serait pas envolée, hein. Et madame n'aurait pas eu sa nuit agitée. Ni moi non plus, d'ailleurs. Je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. Venez, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, j'ai la chalière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais c'est monsieur qui m'a dit d'aller chercher la chalière. Mais des sels, bougre de moule, pas du sel. Oh. Vous croyez que je vais saler madame? Mais moi, je suis pas médecin, moi. Ouais, ok, bon. Ben voilà madame qui revient à elle. Allez, tenez-moi ça. Allez. Mais qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais rien, moi chérie, rien du tout. Alors pourquoi je suis par terre? Ça. Allons, voyons. Ah, Jésus, je m'ai Oui, merci. Allons, un peu de courage, que diable, hein. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de plus puisqu'elle est morte? Justement, là. Il faut se dire que le plus terrible est passé. Se dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Songe combien ta pauvre maman souffrait de ce rhumatisme. Oh, ma pauvre maman. Eh oui, et bien maintenant elle ne souffre plus. Hein. Et maintenant, alors que nous sommes là à la pleurer, debout, elle repose, la bienheureuse. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Qu'elle s'en irait si vite? Ouais. Ça, quand je me demandais comment j'allais payer le tapissier cet après-midi, je me doutais pas que... Oh, ma pauvre maman. Eh oui, ta pauvre et brave et digne sainte femme de mère. Allez. Qu'est-ce que j'ai mal au bras? Nous devrions-nous pas être là-bas? Hein? On va? Bah, évidemment, on va. Tu ne comptes pas que nous allons nous coucher? Oh non. Ma chemise de jour. Bah, où est passée ma chemise de jour? Je vous donnais à vous, là. À moi? Mais oui, à vous. Oui, pardon. Tenez, madame. Comment vous avez ma chemise de jour dans votre poche? C'est monsieur qui s'en était servi pour mettre de l'éther sur la figure de madame. C'est insensé, ça, ma parole. Eh bien, dépêche-toi, voyons, qu'est-ce que tu as ton porte-habillé? Il faut? Mais évidemment, il faut. Tu ne vas pas aller là-bas en pirate. Se mettre en pirate quand on perd sa belle-mère. Oh, c'est rigolo.
Bon, bah Anita, allez me chercher mon costume de chevillotte noire, ma cravate noire et mes gants noirs, allez. Ah non, 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 tu ne dois pas t'habiller comme ça. Tu aurais l'air d'avoir commandé ton deuil d'avant, ça ne se fait pas. Tu as raison, tu as raison. Bah alors, allez me chercher n'importe quel costume, le plus gai. Oui, messieurs. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi? Bah, tu vas quand même pas changer de chemise ici à présent? Oh, je te prie, écoute, hein. Mais donc, je vais pas te mettre tout nu devant ce domestique quand même. Bah, si c'est pour moi. Ouais, évidemment, c'est pour vous, ouais. Voilà, je perds ma mère et voilà à quoi il regarde. Si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. Oui, bah on peut perdre sa mère et être convenable. Oh, je t'en prie, hein. Regarde-toi un petit peu, hein. Ça va, hein. Bon, Anita, allez, venez m'aider. Mais quelle nuit. Heureusement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours. Vous trouvez ça rigolo, vous? Bon, quant à vous, ma fille, je ne sais pas à quoi ça tient, mais on ne voit que vous ici. Allez. Mais j'ai fait mon travail, moi, monsieur. Oui. Je... Ah. Quant à vous, vous allez m'aider? Oh oui, monsieur. Bien. Eh ben, vous allez... Où allez-vous, là? Où allez-vous? Je ne sais pas, monsieur, Eh ben, venez ici. Vous êtes intelligent? Oh oui, monsieur. Eh bien, vous allez... Bah, avec tout ça, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Non, bah, finalement, j'ai pas besoin de vous. Je vais écrire. Merci. Allez. Vous savez, monsieur, j'étais pas fier en arrivant ici. C'est la première fois que j'avais l'honneur de rencontrer monsieur et madame. J'aurais préféré leur avoir annoncé qu'ils avaient gagné le gros lot de la loterie des millions. Eux aussi, ça a été un rude poids quand je lui ai vidé mon sac. J'espère que je n'aurai pas recommencé. Mais vous m'empêchez d'écrire, mon ami, là. Pardon, c'était pour obliger monsieur. Oui, bah, m'obliger, taisez-vous, là. Tenez, venez, apportez-moi plutôt mes vêtements, là. Mais non, là, mes vêtements, là. Dites-moi, mon ami, vous avez un fiacre en bas, là? Oui, monsieur. Bien. Il n'y a pas de temps à perdre, alors. Surtout que c'est un taxi auto. Que voulez-vous, c'est pas tous les jours fête. Fête? Oui, non. Très bien. Allez me chercher mes souliers. Mes souliers là-bas. Mes souliers. Allez, vous êtes bien dégourdis. Oui. Allez. Dites-moi là, votre taxi auto là, qu'est-ce que c'est? Une Renault. Une petite rouge là? Bah, tant mieux. Ça va plus vite et c'est moins cher. Surtout qu'à cette heure-ci, c'est une vanne de l'avoir trouvé. Oui, c'est de la veine, oui. Nous sommes en veine, oui. Non mais bon, laissez-moi. Eh bien, es-tu prêt? Oui, tout à l'heure. Tout de suite. Dis-moi, mon ami. Oui, madame. Anita, faut changer. Oh, non, pas du tout. Maman, dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Oh, pas un instant. Elle était très bien portante. Elle avait mangé de bon appétit, oui. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. Après, elle était partie faire 2 ou 3 patiences. Et puis elle allait se coucher. Avec monsieur. Monsieur? Maman était couchée avec un monsieur. Quel monsieur? Mais monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père? Comment ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve? Mais vous n'êtes pas monsieur et madame Pingvinette? Pingvinette? Oh, monsieur, nous sommes pas les pingvinettes! Est-ce que nous avons l'air de pingvinette? Le pingvinette, c'est sur le palier à droite! Mais c'est pas le droit ici. Non, c'est le gauche! C'est le droit quand on sort de l'ascenseur, mais le gauche quand on prend les escaliers! Si vous avez pris l'escalier comme tout le monde. Oh mon Dieu! Quoi? Il va falloir que je commence à annoncer alors. Vous croyez tout de même pas qu'on allait à la même place quand même? Recommencer? Moi qui étais si content d'être débarrassé. Non mais a-t-on jamais vu un imbécile pareil? Venir de vous donner des émotions en vous annonçant que votre mère est morte alors qu'elle ne l'est pas. Je suis désolé, madame. Oh, taisez-vous donc. Foutez-moi le camp, imbécile! Maladroit. Mais c'est pas de ma faute, mais vous devriez être content. Content? Brute! Imbécile. Chameau! Mais c'est trop fin, ça vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte. Mais je suis pour rien. Qu'est-ce que vous dites? Foutez-moi le camp, je veux dire, Allez-vous, vous en allez. Je m'en souviendrai de ça. Oui, on va commencer, ça va